Ici commence le drame baudelairien. Imaginez le merle blanc devenu aveugle, car la trop grande clarté réflexive équivaut à la cécité. Il est hanté par l'idée d'une certaine blancheur étendue sur ses ailes, que tous les merles voient, dont tous les merles lui parlent, et qu'il est le seul à ne pas connaître. La fameuse lucidité de Baudelaire n'est qu'un effort de récupération. Il s'agit de se recouvrer et, comme la vue et appropriation, de se voir. Mais pour se voir, il faudrait être deux. Baudelaire voit ses mains et ses bras parce que l'œil est distinct de la main, mais l'œil ne peut se voir lui-même. Il se sent, il se vit. Il ne saurait prendre la distance nécessaire pour s'apprécier. En vain, s'écrie-t-il dans les fleurs du mal, tête à tête, sombre et limpide, qu'un cœur devenu son miroir. Ce tête-à-tête, à peine est-il ébauché qu'il s'évanouit, il n'y a qu'une tête. L'effort de Baudelaire va être pour pousser à l'extrême cette esquisse avortée de dualité qu'est la conscience réflexive. S'il est lucide originellement, ce n'est pas pour se rendre un compte exact de ses fautes, c'est pour être deux. Et s'il veut être deux, c'est pour réaliser dans ce couple la possession finale du moi par le moi. Il exaspérera donc sa lucidité. Il n'était que son propre témoin. Il va tenter de devenir son propre bourreau. Léoton Timor-Rouménos, bourreau de soi-même, Thérèse, sentiment de solitude de l'auteur, self-torment en anglais. Car la torture fait naître un couple étroitement uni dans lequel le bourreau s'approprie la victime. Puisqu'il n'a pas réussi à se voir, du moins se fouillera-t-il comme le couteau fouille la plaie dans l'espoir d'atteindre ces solitudes profondes qu'il constitue sa vraie nature. Je suis la plaie et le couteau, et la victime et le bourreau. Ainsi, les supplices qu'il s'inflige miment-ils la possession. Il tend à faire naître une chair sous ses doigts, sa propre chair, pour que dans la douleur elle ne se reconnaisse sienne. Faire souffrir, c'est posséder et créer tout autant que détruire. Le lien qui unit mutuellement la victime et l'inquisiteur est sexuel, mais il tente vainement de transporter dans sa vie intime ce rapport qui n'a de sens qu'entre personnes distinctes, de transformer en couteau la conscience réflexive, en blessure la conscience réfléchie. D'une certaine façon, elles ne font qu'un. On ne peut s'aimer, ni se haïr, ni se torturer soi-même. Victime et bourreau s'évanouissent dans l'indistinction totale, lorsque par un seul et même acte volontaire, l'une réclame et l'autre inflige la souffrance. Par un mouvement inverse, mais qui conspire au même but, Baudelaire voudra se faire sournoisement complice de sa conscience réfléchie contre sa conscience réflexive. Lorsqu'il cesse de se martyriser, c'est qu'il essaie de s'étonner lui-même. Il feindra une spontanéité déconcertante. Il fera semblant de s'abandonner aux impulsions les plus gratuites pour se dresser soudain devant son propre regard comme un objet opaque et imprévisible. Bref, comme un autre que lui-même. S'il y parvenait, la besogne serait plus qu'à moitié faite. Il pourrait jouir de soi, mais ici encore il ne fait qu'un avec celui qu'il veut surprendre. C'est peu de dire qu'il devine son projet avant même de le concevoir. Il prévoit et mesure sa surprise. Il court après son propre étonnement sans jamais l'atteindre. Baudelaire, c'est l'homme qui a choisi de se voir comme s'il était un autre. Sa vie n'est que l'histoire de cet échec. Car en dépit des ruses que nous énumérerons tout à l'heure et qui ont tissé la figure qu'il a prise à nos yeux pour toujours, il sait bien que son fameux regard ne fait qu'un avec l'objet regardé, qui n'atteindra jamais à une possession véritable de lui-même, mais seulement à cette languissante dégustation qui caractérise la connaissance réflexive.
Il s'ennuie, et cet ennui, bizarre affection qui est la source de toutes ces maladies et de tous ces misérables progrès, poème en prose, le joueur généreux. Ce n'est pas un accident, ni comme il le prétend quelquefois le fruit de son incuriosité blasée, c'est le pur ennui de vivre dont parle Valérie, c'est le goût que l'homme a nécessairement pour lui-même, la saveur de l'existence. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchers seuls respirent l'odeur d'un parfum débouché. Cette odeur délavée éventée d'un flacon débouché, obsédante, pourtant à peine aperçue et doucement terriblement présente, c'est le meilleur symbole de l'existence pour soi de la conscience. Aussi, l'ennui est-il un sentiment métaphysique? Le paysage intérieur de Baudelaire est la matière éternelle dont sont faites ses joies, ses fureurs et ses peines. Et voilà son nouvel avatar. Obsédé par l'intuition de sa singularité formelle, il a compris quel était l'apanage de chacun. Il s'est alors engagé dans la voie de la lucidité pour découvrir sa nature singulière et l'ensemble des traits qui pouvaient faire de lui le plus irremplaçable des êtres. Mais ce qu'il a rencontré sur son chemin, ce n'est pas son visage particulier, mais les modes indéfinis de la conscience universelle. Orgueil, lucidité, ennui ne font qu'un. En lui et malgré lui, c'est la conscience de tous et de chacun qui s'atteint et se reconnaît. Or, elle se saisit d'abord dans son entière gratuité, sans cause et sans but, incréée, injustifiable, n'ayant d'autre titre à l'existence que ce seul fait qu'elle existe déjà. Elle ne saurait trouver hors d'elle des prétextes, des excuses ou des raisons d'être, puisque rien ne peut exister pour elle si d'abord elle n'en prend conscience, puisque rien n'a d'autre sens que celui qu'elle veut bien y attacher. De là l'intuition si profonde chez Baudelaire de son inutilité. Nous verrons un peu plus tard que l'obsession du suicide est pour lui un moyen de protéger sa vie plutôt que d'y mettre fin. Mais s'il a pu si souvent envisager le suicide, c'est qu'il se sentait un homme de trop. « Je me tue », écrit-il dans sa fameuse lettre de 1845, « parce que je suis inutile aux autres et dangereux à moi-même. » Et il ne faudrait pas croire qu'il se sente inutile parce qu'il est un jeune bourgeois sans profession, encore entretenu à 24 ans par sa famille. C'est bien plutôt le contraire. S'il n'a pas pris de métier, s'il s'est désintéressé par avance de toute entreprise, c'est qu'il a mesuré son inutilité radicale. À d'autres époques, il écrira fièrement cette fois « Être un homme utile m'a toujours paru quelquefois de bien hideux. » Quelque chose de bien hideux, mais la contradiction vient des sottes d'humeur. Qu'il s'accuse ou se vante, ce qui compte, c'est ce détachement constant et comme originel. Celui qui veut être utile a suivi à l'envers le chemin de Baudelaire. Il est venu du monde à la conscience. Il est parti de quelques solides principes politiques ou moraux qu'il tient pour absolus et il s'y est soumis d'abord. Il ne se considère lui-même, âme et corps, que comme une certaine chose au milieu des autres, soumise à des règles qu'elle n'a point trouvées par elle-même, comme un moyen de réaliser un certain ordre. Mais si d'abord on a dégusté jusqu'à la nausée cette conscience sans rime ni raison qui doit inventer les lois auxquelles elle veut obéir, l'utilité perd toute signification. La vie n'est plus qu'un jeu. L'homme doit choisir lui-même son but, sans commandement, sans préavis, sans conseil. Et celui qui s'est avisé une fois de cette vérité qu'il n'y a d'autre fin en cette vie que celle qu'on s'est délibérément donnée, il n'a plus tellement envie de s'en chercher. La vie, écrit Baudelaire, n'a qu'un charme vrai, c'est le charme du jeu. Mais s'il nous est indifférent de gagner ou de perdre. Pour croire en une entreprise, il faut y être jeté d'abord, s'interroger sur les moyens de la mener à bien, non sur sa fin. Pour qui y réfléchit, toute entreprise est absurde. Baudelaire a baigné dans cette absurdité.
Tout d'un coup, pour un rien, une déconvenue, une fatigue, il découvre la solitude infinie de cette conscience, vaste comme la mer, qui est à la fois la conscience et sa conscience. Il comprend son incapacité de trouver des bornes, des repères, des consignes en dehors d'elle. Alors il devient flottant, il se laisse balloter par ces vagues monotones. C'est lorsqu'il est dans un de ces états qu'il écrit à sa mère. Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Le succès bizarre de mon livre et les haines qu'il a soulevées m'ont intéressé un peu de temps, et puis après cela, je suis retombé. Lettre du 30 décembre 1857. C'est ce qu'il nomme lui-même sa paresse, qu'elle ait un aspect pathologique, j'y consens, qu'elle ressemble fortement à certains de ces troubles que Janet a réunis sous le nom de psychasthénie, je le veux encore, mais n'oublions pas que les malades de Janet, à la faveur de leur état, ont souvent des intuitions métaphysiques que l'homme normal s'applique à se masquer. Le motif et le sens de cette paresse, c'est que Baudelaire ne peut prendre au sérieux ses entreprises. Il voit trop qu'on n'y trouve jamais que ce qu'on y a mis. Pourtant, il faut agir. S'il est pour une part le couteau, le pur regard contemplatif qui voit défiler au-dessous de lui les flots pressés de la conscience réfléchie, il est aussi en même temps la plaie, la suite même de ces flots. Et si sa position réflexive est par elle-même dégoût de l'action, par en bas, par chacune des petites consciences éphémères qu'il réfléchit, il est acte, projet, espoir. Ainsi ne faut-il pas le concevoir comme un quiétiste, mais plutôt comme une succession infinie d'entreprises instantanées, immédiatement désarmée par le regard réflexif, comme une mer de projets qui crèvent dès qu'ils paraissent, comme une perpétuelle attente, un perpétuel désir d'être autre, d'être ailleurs. Et je ne parle pas seulement ici de ces expédients innombrables, par quoi il tente nerveusement, précipitamment de reculer une déchéance, d'extorquer quelques sous à sa mère, une avance à Ancel, mais aussi de ses projets littéraires qu'il traîna 20 ans avec soi, pièces de théâtre, critiques, mon cœur mis à nu, sans jamais en venir à bout. La forme de sa paresse est parfois la torpeur, mais plus souvent une agitation fébrile, stérile, qui se s'évène et qu'une lucidité impitoyable empoisonne. Sa correspondance nous le montre comme une fourmi obstinée, à grimper contre un mur et qui chaque fois retombe et chaque fois recommence. C'est que personne mieux que lui n'a connu l'inutilité de ses efforts. S'il agit, c'est comme il le dit lui-même, par explosion, par secousse, lorsqu'il a pu pour une minute tromper sa lucidité. Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent parfois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. Ces âmes, incapables d'accomplir les choses les plus simples et les plus nécessaires, trouvent à une certaine minute un courage de luxe pour exécuter les actes les plus absurdes et souvent même les plus dangereux. Petit poème en prose, le mauvais vitrier. Ces actes de l'instant, il les donne nommément comme des actes gratuits. Ils sont franchement inutiles. Ils ont même souvent un caractère destructeur. Et il faut se hâter de les accomplir avant le retour du regard qui va tout empoisonner. De là ce côté impérieux et précipité des lettres à sa mère. Je suis obligé d'aller vite, si vite. Il s'emporte contre Ancel, sa colère est terrible. Il écrit 5 lettres à sa mère dans la même journée et une 6e le lendemain matin. Dans la première, il ne parle de rien de moins que de le souffleter. Ancel est un misérable que je vais souffleter devant sa femme et ses enfants. Je vais le souffleter à 4 heures, il est 2h30.
Les caractères majuscules sont employés comme pour graver sa décision dans du marbre, tant il a peur qu'elle ne lui coule entre les doigts. Et ses projets sont à si court terme, il se méfie si fort du lendemain qu'il se fixe une heure limite pour les accomplir, à 4 heures. Il prendra tout juste le temps de courir à Neuilly, mais à 4 heures, nouveau billet. Je n'irai pas à Neuilly aujourd'hui, je consens à attendre avant de me venger. Le projet demeure, mais déjà il est neutralisé, passé au conditionnel. Si je n'obtiens pas une réparation éclatante, je frapperai Ancel, je frapperai son fils. Encore n'en fait-il mention que dans le post-scriptum, sans doute par crainte de paraître céder trop vite. Dans la soirée, le projet s'atténue encore. J'ai déjà consulté 2 personnes sur ce que je devais faire. Frapper un vieillard dans sa famille, c'est bien vilain. Il me faut cependant une réparation. Que ferais-je si cette réparation n'a pas lieu? Il faudra au moins que j'aille lui dire devant sa femme et sa famille ce que je pense de sa conduite. Déjà la nécessité d'agir lui semble un fardeau trop lourd. Tout à l'heure, il voulait terrifier sa mère, il exerçait sur elle un chantage à la violence, il lui fallait une réparation éclatante sur le champ. À présent, il meurt de peur que la réparation n'ait pas lieu. C'est qu'alors il serait contraint d'agir. Déjà toute cette affaire l'ennuie, il écrit à la suite du passage que nous venons de citer. Dans quel embarras m'as-tu plongé, mon Dieu? Il me faut absolument un peu de repos, je ne demande plus que cela. Et le dimanche matin, il n'est plus question d'excuses ni de réparation. Il faut ne plus rien lui écrire du tout, excepté un mot pour lui dire qu'on n'a plus besoin de son argent. Le silence, l'oubli, un anéantissement symbolique d'Ancel, voilà tout ce qu'il réclame. Il parle encore de se venger, mais en termes vagues et dans un avenir reculé. 9 jours après tout est fini.